La présentation de webinaire est en deux parties. Première partie, ça sera François Van Ems de Lille qui va nous parler du circuit du transport d'un patient FHV au sein de son ESR régional à Lille et l'équipe de Marseille avec Guillaume Doucet et Audrey Moukarzel qui va nous parler du circuit du transport un patient FHV au sein de l'ESR national de Marseille. Bien sûr, ce webinaire, diapo suivante, Roman, ce webinaire vient dans le cadre de nos missions de la Corep d'animation de réseau et dans notre feuille de route et nos missions. Donc, l'animation de réseau des ESR, des établissements de première ligne. N'hésitez pas à transmettre ces supports à tous vos correspondants du réseau REB pour que tout le monde profite de cette thématique, notamment dans le cas des alertes un peu récentes et cette épidémie d'Ebola naissante en Afrique. Ça sera l'occasion d'affiner ça. Les prochains webinaires, ça sera le 26 octobre, vous pouvez le noter déjà, autour du diagnostic microbiologique des FHV et le 20 novembre au sujet des EPI pour un patient suspect de classe 4. À toi, François. Bonjour à tous, François Vanems, donc du SAMU de Lille. Je vais faire la présentation donc de ce transport de patients de suspects de fièvre hémorragique vers notre SR régional. Donc la première partie de la prise en charge, diapo. Bien sûr, il y a une classification de ces agents, ça je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez aller au bout de la diapo. On va parler que des agents de classe 4, qui sont donc des maladies dangereuses avec un risque de transmission importante et puis sans prophylaxie, qui sont tous des classes des virus. Diapo. Les objectifs pour la prise en charge de ces patients, vous pouvez avancer sur la diapo, c'est donc de ne pas ne pas prendre de risques pour nos soignants. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. On a l'habitude d'aller sur les patients assez rapidement. Là, la priorité, donc, c'est de garder nos équipes en toute sécurité, d'éviter le transfert de contamination vers nos structures de soins, avoir une bonne gestion de la désinfection et des déchets. Pour faire suite à ces objectifs, il va falloir suivre les recommandations d'experts, respecter les procédures, bien anticiper les choses et avoir une bonne formation de nos équipes pour que ça se passe correctement. Le classement du cas, donc dans un premier temps, le patient peut se trouver à domicile ou dans l'établissement de santé, on va dire hôpital général. Le patient sera dépisté, on y pensera, et la classification de ce patient, il arrive suspect. À partir du moment où il est suspect, on a une obligation de commencer à se protéger, de l'isoler et surtout d'appeler au secours. On n'est pas expert de toutes ces pathologies infectieuses gravissimes, donc il faudra, à partir du moment où on a un cas suspect, téléphoner, prendre un avis d'expert. Donc, ce sera notre infectiologue de l'établissement de santé de référence sur l'île qui classera le cas comme possible. À partir du moment, donc moi là, je m'occuperai de vous expliquer le transfert de ce patient cas suspect vers le SR régional qui devient cas possible. Donc c'est la petite flèche de gauche que je vais vous expliquer sur ce diaporama. Et puis dans un deuxième temps, on aura le transfert de ce patient cas possible où on aura fait le prélèvement du tube et pour confirmation du cas. À partir du moment où le cas est confirmé, donc le transfert se fera par une équipe de l'ESR national pour être pris en charge de façon complète dans l'ESR national. Donc on a vu que le patient REB à domicile ou était dépisté dans un établissement de santé de première ligne. On voit qu'on a tout de suite un réseau d'experts à mettre en place, hein, pour pouvoir le prendre en charge de façon adaptée. Donc on voit que l'infectiologue, les ARS, SPF, le SAMU va s'entourer des gens du Centre national de référence, d'énormément de personnes. C'est une prise en charge qui prendra un petit peu de temps. Et alors, pour nous, c'est un avantage, c'est qu'on a quand même des délais assez importants de mobilisation de personnel et de matériel pour pouvoir prendre en charge le patient de façon optimale. Mais de toute façon, de façon naturelle, le patient sera pris en charge dans des délais de toute façon qui seront forcément un petit peu étendus.
Diapo. On a vu que à partir du moment où on avait un cas suspect, il va falloir avoir, une prise en charge, adaptée, donc le SARO, donc le SARO de bloc, tout ce qu'on a à disposition dans un service, de soins classique, SARO de bloc sur chaussures, FFP2, lunettes, des gants Nilex, tout ça, c'est du classique, mais il faut pour protéger et isoler notre patient. Ce qu'on oublie souvent de prendre, c'est des moyens de communication. En effet, les infectiologues, en général, ont, l'habitude de nous poser des questions auxquelles on n'a pas pensé quand on était auprès du patient. Donc laisser un moyen de communication, auprès du patient pour lui reposer des questions et avoir une bonne checklist de ce qu'on doit lui poser comme question au démarrage avant de rentrer dans la chambre, c'est quelque chose qui est indispensable pour la prise de décision ultérieure par notre astreinte d'infectiologie. Diapo. À partir du moment donc le cas a été classé comme possible par l'infectiologue, là c'est un peu début des ennuis et puis fin de la récréation. On a eu des obligations de mettre en place donc des EPI adaptées et complètes, avec des procédures qui sont beaucoup plus contraignantes au niveau physiologique et même dans nos structures de soins, d'isolement du patient et cetera. Donc là, on est sur des contraintes qui sont bien plus importantes, avec des combinaisons Tichem complètement étanches type 3B, avec le port de masque FFP2, de lunettes de protection, de double paire de gants. Je vous ai mis aussi, vous pouvez avancer sur le diaporama, d'autres, EPI qui sont aussi, possibles avec des tenues ventilées, avec Home et tout ça. Mais je sais que tout ça, ce sera un thème qui sera pris en charge sur un autre webinar. On a aussi un environnement à mettre en place, diapo. On a aussi un environnement à mettre en place pour, dans les établissements de santé qui va nous recevoir avant le transport. Donc c'est de mettre des EPI adaptés à disposition, c'est de prévoir un circuit patient, propre salle, mise en place de sas d'entrée et de sortie, de la zone propre à la zone salle. C'est des déshabillages en binôme sous supervision. C'est aussi un déshébergement, de tout ce qu'il y a autour. Il va falloir vider les couloirs si c'est un service d'urgence, pour, laisser passer le brancard avec le patient et cetera, à une gestion des déchets. Donc tout ça, c'est une mise en place dans l'établissement qui va émettre le patient, qui doit être mis en place avant notre arrivée ou s'il y avait des difficultés sur certains matériels qu'on pourrait ramener, avec notre équipe de transport de matériel et de transfert vers l'établissement de santé régional. Diapo. Et pendant ce temps-là au SAMU, pendant ce temps-là au SAMU, on va pouvoir, identifier, les personnes ressources et référentes sur cette thématique. Donc on a une mobilisation des matériels et des équipes. On a la constitution de 2 équipes formées. Alors on a pris la décision de mettre 2 équipes bien distinctes. Une équipe terrain qui sera en EPI et une équipe logistique, qui fera tout le reste. Qui fera, les transmissions médicales dans les établissements de santé ou vers, nos infectiologues, la remontée d'informations vers nos tutelles ou nos différents chefs, de service. On distingue bien ces 2 équipes qui sont déclenchées en même temps et qui ont des missions bien distinctes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du port d'EPI, mais à partir du moment où on met un EPI complet, on a des contraintes physiologiques très importantes. On réfléchit plus de la même façon, d'ailleurs on réfléchit quasiment plus du tout et on sera déjà bien occupé à la prise en charge du patient, de la mobilisation du brancard bulle et ça nous occupera complètement. Après, ce sont des équipes qui doivent être interchangeables parce qu'on sait que ce sont des transports qui pourront être longs. Donc si on avait un moment, des contraintes physiologiques trop importantes sur la première équipe, en EPI, eh bien on pourrait switcher de l'une à l'autre pour pouvoir, finir la prise en charge. On va bien sûr aussi créer un groupe WhatsApp pour partager les informations avec tout le monde, nos décideurs, les infectios, les médecins, émetteurs du patient, nos équipes. On va bien sûr traquer l'équipe, permettre de suivre l'évolution et en temps réel de l'ambulance et de savoir où elle se trouve pour que les équipes qui vont accueillir le patient dans l'établissement de santé de référence régionale sachent quand on arrive. On a la mobilisation des kits REB. Alors, vous voyez la photo en bas à droite, où on a nos kits qui sont prêts. On a 7 bulles de transport avec les dasseries et les 2 caisses par, bulle qui sont dédiées. Une caisse pour les EPI et une caisse pour le matériel pour la prise en charge patient. Diapo.
Pour préparer l'intervention, la chance qu'on a, c'est qu'on est siège de PSM2, donc on a un hangar complet avec tout le matériel de notre PSM2 et on a de la place pour pouvoir préparer l'intervention. Donc vous voyez qu'on prépare la cellule de l'ambulance, donc on vide complètement l'ambulance. On prépare le bulle, tout ce qui est, donc le brancard hermétique pour le transport, tout le matériel, médical ou le matériel, EPI ou pour la prise en charge du patient seront dans le véhicule suiveur. On ne laisse rien au contact du malade dans la cellule. On garde bien sûr un moyen de communication radio entre le véhicule suiveur et l'équipe de transport qui sera dans l'ambulance. Et du matériel en spare qu'on pourrait ramener dans l'établissement de santé qui n'avait pas la complétude des EPI ou des matériels pour la prise en charge. Dans notre local PSM, ce qu'on va faire, c'est aussi une préparation de la zone de sortie parce qu'à la fin de l'intervention, on va anticiper tout ça. Il faudra ramener l'ambulance, faire le bio-nettoyage du bulle de l'ambulance et cetera, la mise en quarantaine de nos différents matériels qui étaient en contact avec le patient. Donc on fait une zone de lavage, une zone de mise en quarantaine de nos matériels et une zone de gestion des déchets avec un sas de sortie, bien sûr. Donc tout ça, c'est ce qui est, anticipé au démarrage. Bon là, je vais passer vite fait, c'est le matériel qu'on a dans nos malles pour la prise en charge des patients, mais ça, ils seront à disposition sur le diaporama, mais je ne vais pas le détailler. Diapo. La prise en charge du patient, 2 possibilités, soit le patient est valide et autonome, alors soit il est à domicile, soit il est dans un établissement de santé, peu importe. Là, vous avez l'exemple d'un patient suspect de fièvre de Marburg qu'on est allé chercher à domicile. Donc bien sûr, il y a une sécurité, il y a la police qui sécurise, les accès. On a préparé la prise en charge, on arrive auprès du patient. En EPI, on l'a, bien sûr informé, de ce qui allait lui arriver, qu'on allait le déshabiller, le mettre en tenue usage unique, qu'on allait confiner, ses vêtements dans des dasseries et qu'il allait monter de lui-même dans le brancard. Pas de geste, invasif bien sûr, juste une prise de température, aucun examen clinique, pas de monitorage, aucun geste invasif, pas de voie veineuse, surtout pas et c'est, juste, le patient qui monte dans le bulle de lui-même. On ferme le bulle et on transporte le patient vers la maladie infectieuse. Le cas du patient instable ou excrétant ou et excrétant, alors là, on l'a jamais eu en réel. Tous les patients qu'on a transportés sur notre zone, c'était des patients qui allaient bien, qui étaient peu graves, pour lesquels on avait largement le temps de la prise en charge. Tout ce qui est patient instable, excrétant et cetera, on ne l'a joué qu'en exercice ou en formation. Tous les cas qu'on a eus de suspicion de Marbourg, Ebola et cetera, c'était toujours des patients qui allaient très bien et qui étaient tout à fait stables. Je pense que les complications seraient beaucoup plus importantes sur ces patients réanimatoires pour lesquels on devrait prendre quand même mettre en place un monitorage, des gestes invasifs, mais à minima, bien sûr, aucun prélèvement. On peut pousser des choses dans le patient, mais ne rien en retirer. Et là, tout ce qui a été testé sur les exercices et les formations, on voit que on rentre complètement dans une autre dimension et la prise en charge est quand même largement plus complexe avec des contraintes qui sont très importantes. Quelques photos de formation et puis, d'entraînement. Là, vous voyez que déjà 4 personnes dans un box, pour, prendre en charge ces patients, on se marche un peu sur les pieds et quand on doit mobiliser du matériel et un patient dans un box comme ça pour le mettre dans le bulle, c'est vraiment tout de suite très, très compliqué. Diapo. La sécurisation, quand on a pris en charge le patient, quand on l'a confiné dans son bulle, dans son brancard bulle, mais après c'est, donc le transport vers l'ambulance et vers l'établissement de santé, de référence régionale. Bien sûr, on reste en contact radio. Seule l'équipe soignante en EPI reste au contact du brancard bulle et monte dans la cellule sanitaire de l'ambulance. L'ambulancier ne s'habille pas, il reste dans la cellule de conduite. Il s'habille que s'il y a un besoin spécifique, donc bon, les infirmiers, les médecins et cetera doivent être aptes à monter le brancard dans une ambulance, ce qui est pas forcément intuitif au démarrage, donc c'est que des choses avec des personnes entraînées et qui savent faire. On a un tracking de l'équipe pour savoir en temps réel quand le patient va arriver dans l'établissement de santé de référence, pour avoir une bonne coordination et avec les équipes qui vont, accueillir le patient. Et tout ça sous la sécurité soit des forces de sécurité intérieure ou des services de sécurité des différents établissements de santé.
En fin d'intervention, donc le déshabillage des soignants se fera dans le sas de sortie de la maladie infectieuse, donc du service de l'ESR régional. La possibilité de switcher les équipes si les équipes ont des contraintes physiologiques trop importantes. On ramène le matériel dans notre local de PSM, on se rhabille en EPI, on fait une désinfection du brancard-bulle avec, tous les matériels qui ont été mis, sur le patient, une désinfection en détergent désinfectant, polyactif, puis suivi d'une désinfection au javel. On laisse en quarantaine tout le matériel qui a été utilisé dans notre PSN dans une zone dédiée. On désinfecte la cellule, mise en quarantaine si c'est possible de l'ambulance jusqu'à confirmation du cas et puis après pour l'instant on n'a jamais eu de cas confirmé. C'est le matériel a toujours été remis en circulation, mais à confirmation du cas, il faudra voir avec les hygiénistes qu'on garderait, ce qu'on pourrait désinfecter, ce qui partirait en dasserie, sachant qu'une grosse partie des matériels mis au contact de ce patient serait probablement détruit et incinéré dans une filière qui est spécifique, avec un stockage spécifique et une incinération qui est prévue sur la gestion de ces déchets. Diapo. Conclusion, donc de la prise en charge de ces patients, vous avez vu que il y a quand même des délais de prise en charge qui sont quand même très importantes. On a un besoin d'anticipation pour pouvoir, prendre en charge le plus rapidement possible ces patients, mais, il y aura des délais importants. Donc anticiper toutes nos actions, ne pas se précipiter parce que c'est dans la précipitation qu'on fait des erreurs. On a vu que la priorité, c'était vraiment de garder nos équipes, en sécurité et d'éviter un transfert de contamination vers nos établissements de santé. Un besoin de formation importante, pour bien respecter les procédures, éviter, les erreurs et bien sûr que des personnels formés. Alors il y a toujours une petite appréhension au démarrage pour rentrer dans ces formations et puis dans ces prises en charge. Mais ça se finit toujours avec le sourire et la bonne humeur et beaucoup d'enthousiasme quand les gens sont bien formés à mettre ces procédures en marche. Je vous remercie et je vais passer la main à nos collègues de Marseille pour la suite de la prise en charge. On enchaîne, oui. Ouais. Samy, oui. Bonjour à tous. Guillaume Doucet et Audrey Moucarzel, nous sommes responsables SSE au SAMU 13 et nous remercions la Coreb et Samy de nous avoir sollicité pour cette présentation. Donc nous, on va vous présenter le transport d'un patient atteint d'une fièvre hémorragique virale vers un établissement de santé de référence national. On peut passer, s'il te plaît, Roman. L'Epi Shuttle, donc l'Epi Shuttle qui est un caisson de transport et dont il y en a 6 en France au sein des 6 ESRN. Et donc on va vous le décrire rapidement. On peut passer, s'il te plaît. Donc, ce caisson de transport, c'est un caisson étanche pour lequel il y a deux modes de pression. Le mode de pression négative qui va nous intéresser ici dans le cas d'une fièvre hémorragique virale qui va protéger l'environnement extérieur. Et il y a un mode de pression positive qui, là, sert à protéger le patient de l'environnement dans le cas d'immunodépression, etc. On va voir les caractéristiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les caractéristiques de l'Epi Shuttle. Voilà, juste savoir que du coup, ce caisson est composé de deux filtres d'entrée et de sortie, avec ce qu'on appelle des épiports dans lesquels on va pouvoir passer du matériel type filaire et si ventilation mécanique ou même O2, et avec du coup enfin, des systèmes comme on peut connaître de sangles pour le patient. Voilà. Maintenant, quel type de patient vont pouvoir rentrer dans cet Epi-Shuttle? Diapo. En effet, donc, ce caisson ne peut pas recevoir tous les patients. La charge maximale autorisée est de 150 kg. La longueur du patient, donc ça va aller de minimum 1,40 m à maximum 1,98 m et la largeur autorisée ne peut pas dépasser 55 cm. Se pose la question, notamment entre autres des cas pédiatriques pour lesquels il y a un groupe de travail REB pédiatrique existe et se réunit et s'est réuni en
présentiel récemment à Marseille pour discuter justement des modalités de transport d'un patient pédiatrique. Diapo. Le constructeur va nous mettre en garde aussi sur le niveau d'oxygène, ce qui n'est pas anodin quand on va transporter un patient possible ou confirmé de FHV. On ne pourra pas dépasser à l'intérieur du caisson un débit maximum de 6 litres minute par des lunettes ou par des masques. Ce qui va donc être important quand on va prendre connaissance du patient, il va falloir discuter en fonction de son état, des possibilités de transport et des choses à anticiper peut-être pour ce patient pour pouvoir le transporter dans l'Epi Shuttle. Diapo. On ne va pas s'étendre là-dessus, François l'a rappelé juste avant, mais donc les patients concernés vont être les patients possibles ou confirmés atteints d'agents pathogènes de classe 4. Toute la difficulté, hein, il l'a dit François, c'est de dépister ce type de patients, de sensibiliser les soignants de première ligne au maximum. On peut passer. Alors, de où à où, la trajectoire du coup identifiée. On peut passer. Donc là, dans le cadre de la présentation et de nous, notre mission de SRN, donc c'est d'un ESR-R vers N. Je l'ai dit en préambule, il y a 6 ESR-N en France. On a remis ici quelques caractéristiques, mais c'est pas exhaustif, avec du coup des niveaux d'expertise au niveau infectiologue, hygiéniste, microbiologiste, pédiatre, réanimateur, un parcours adapté, des personnels formés, des locaux d'isolement adaptés, une montée en charge anticipée. Sur la cartographie, donc, on peut voir en rouge les 6 ESRN identifiés qui sont répartis sur le territoire. On peut passer, s'il te plaît. À partir de notre technique de cadrage de 2025, il y a 2 missions principales qui sont identifiées pour les ESRN. C'est une mission d'expertise et une mission de transport. C'est cette mission de transport que je vous ai encadrée là, puisque c'est celle qui nous intéresse dans cette présentation, de transport du coup d'un patient REM vers le SRN. On voit que l'expertise a mobilisé, du coup, c'est un médecin, infirmier, ambulancier du SAMU, des superviseurs, on en reparlera après, et avec des expertises aussi qui nomment comme optionnelles, pédiatre, réanimateur. Voici là le schéma issu du ministère. Donc on revoit donc ces 6 ESRN en France et on voit que du coup pour les transferts, il y a soit des ambulances de réanimation, mais aussi est envisagé un transfert héliporté. Pour ça, il faut que ce soit des EC 145. On voit les ESRN qui en sont dotés avec des recommandations, enfin un travail en cours pour pouvoir adapter ces Epi Shuttle dans les hélicoptères. On peut passer, merci. Sur cette slide, on va expliquer un peu toute la trajectoire du chemin, toute la communication qui va se mettre en place pour décider d'un transfert. En fait, quand un patient va se présenter dans un établissement de santé, il va être évalué par le clinicien, il va être suspect. Le clinicien va prévenir évidemment donc, sa direction, se faire un signalement à son ARS et son SAMU territorialement compétent. Il se met en lien, bien sûr, avec l'infectiologue de l'ESR régional. Une discussion et un classement avec le Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales va avoir lieu. Et les infectiologues donc de l'ESRN et de l'ESR national vont rentrer en contact pour initier la discussion autour du transfert. Le SAMU de l'ESRN va être mis dans la boucle et organisera une conférence qui va être vraiment le pilier pour la préparation et le déclenchement de ce transfert. Le SAMU va mettre dans la boucle donc les infectiologues de l'ESR national, le clinicien qui est auprès du patient, son ARS de zone et donc avec toujours bien sûr le CNR FHV et va être là pouvoir être décidé du transfert du patient cas possible ou cas confirmé. L'équipe nationale REB sera déclenchée par le centre de crise sanitaire. On peut passer.
Par qui va être transporté du coup ce patient? La composition de l'équipe SAMU, on peut passer, merci. Donc l'organisation du transport. Donc on l'a vu à partir de la note technique de cadrage et le tableau, l'extrait de tableau que je vous ai montré tout à l'heure, que du coup il y allait avoir une équipe SMUR plus des superviseurs. Là, on vous donne l'exemple de nous, le choix qu'on a fait au niveau du SAMU 13 qui est d'avoir deux ADE, un IDE et un médecin. Donc ça, c'est notre équipe SMUR. Pourquoi deux ADE? Ça permet qu'il y en ait un des ADE qui soit en EPI et l'autre non, qui ait la possibilité de se mettre en EPI s'il y a besoin d'aide au brancardage. On sait que aussi au sein des zones de défense, les transports peuvent être longs. Ça permet un relais. Donc on a fait ce choix de mettre deux ADE, un IDE, un médecin et ensuite deux superviseurs qui sont formés équipe nationale REB. Et donc, pareil, avec un superviseur qui peut être en EPI, du coup, avec l'équipe SMUR et du coup tenir la checklist, et un superviseur qui, lui, va être entre guillemets en propre, en retrait, et qui va permettre de faire ce lien. Donc, nous, au niveau des véhicules, ça sera une ambulance de réanimation et un véhicule léger pour le transport du matériel complémentaire avec les malles, et on en parlera juste après. On va aborder maintenant les étapes du transfert qui vont aller de la régulation jusqu'à l'arrivée dans le SRN. Donc tout va partir de cet appel en régulation. Probablement que nous, SAMU, SRN, on pourrait être alerté par notre infectiologue de notre SRN. Le régulateur reçoit l'appel, il va alerter ses responsables SSE, dérouler sa fiche réflexe de régulation REB, ouvrir la salle de crise afin de mettre en place la fameuse conférence. Diapo. Donc cette conférence, on en reparle ici. Elle met en lien le SAMU, l'infectiologue de l'ESRN, chez nous c'est donc l'IHU, le clinicien qui est auprès du patient, le CNRFHV, l'ARS zonale. Donc tout ça à minima pourront être adjoints à cette conférence en fonction de l'état du patient et des besoins, le réanimateur, un pédiatre, un hygiéniste. Voilà, on peut vraiment y convier les personnes nécessaires à la discussion. Cette conférence va servir vraiment à anticiper, on l'a vu avec François, il faut anticiper au maximum ce type de transfert, préciser l'interrogatoire, mais dès le début, avant même de lancer le transfert auprès du patient avec l'anamnèse, les symptômes, la gravité. On a vu tous les patients ne peuvent pas rentrer dans les shuttles et en fonction de la gravité, peut-être qu'il faudra prendre des décisions de prise en charge pour ce patient. Une fois donc que le cas est classé, le transfert va pouvoir se lancer et on aura recueilli tous les éléments nécessaires pour nous aussi dès le SAMU. Guillaume va en parler. On va commencer à préparer les shuttle et on aura les éléments pour préparer au maximum et anticiper au maximum toutes les thérapeutiques à mettre en place dans les shuttle pour le patient. Donc la préparation et le transport de ce patient. Donc nous, on a décidé de découper ces différentes phases avec du coup une phase de préparation au SAMU, une phase de chargement du patient dans l'établissement de santé de référence, en l'occurrence ici régional, et la phase de déchargement du patient à l'IHU, enfin à l'ESRN. Donc nous, on a fonctionné sous forme de checklist pour lequel, enfin, tout au long de la prise en charge du patient, ça va nous permettre à tout le monde de revenir, enfin, d'avoir un cadre sécurisé par rapport à ces transports. Alors, ouais, la diapo d'après. Donc, la phase de régulation, Audrey l'a dit juste avant, donc je ne reviens pas dessus. Donc, la préparation du transport. Donc, nous, on a fait le choix donc d'avoir deux malles de transport, une dans laquelle il y a les EPI, 4 EPI par personnel, des tailles adéquates. Donc, une malle avec tout ce qui est EPI et tout le matériel nécessaire, et une autre malle dans lequel va contenir différentes sacoches pour l'oxygénothérapie, pour d'éventuelles voies veineuses, le scope, etc. Et donc plus pour le matériel spécifique que l'on pourra employer dans cet Epi Shuttle.
Donc cette phase de préparation, elle se fait au SAMU et on voyait là en photo, voilà, on passe en revue les différents éléments dont je viens de parler. Oui, après, merci. Le superviseur REB qui va du coup tenir cette checklist et la préparation du vecteur avec le chargement de l'Epi Shuttle qui est du coup stocké dans nos locaux et qu'on va charger dans une des AR l'AR sera préalablement vidée du maximum de ces éléments. On sait que ce caisson est censé être étanche, mais s'il devait y avoir, on devait rompre ce confinement, voilà, donc on va essayer de faire une AR avec le moins de matériel possible autour. La diapo d'après. C'est la préparation des EPI avec les mâles, le contrôle toujours sous le contrôle d'un superviseur. Et donc on va charger ces mâles dans le véhicule léger et avec l'AR qui du coup contient l'Epi Shuttle. Et voilà. Et donc on va pouvoir se mettre en route vers l'établissement de santé. Diapo. Mm. Une fois arrivé dans l'établissement de santé, le superviseur va avoir un rôle premier de reconnaissance. Il va aller donc en premier sur les lieux euh, pour, euh, pour identifier le lieu de chargement du patient. Est-ce que l'épi shuttle, ça on l'aura quand même aussi anticipé au niveau de la conférence en amont, mais est-ce que l'épi shuttle, la pièce est suffisamment grande pour recevoir l'épi shuttle et qu'on puisse aussi ouvrir l'épi shuttle parce que cela nécessite quand même de la place. Il faut imaginer qu'on puisse mettre à peu près 3 brancards côte à côte dans un box pour pouvoir charger le patient. Et on va identifier et sécuriser le trajet dans l'établissement de santé. Ensuite, il va contrôler l'habillage de l'équipe SMUR. Diapo, on peut continuer. Et le chargement du patient va se faire donc sous le contrôle du superviseur habillé en EPI qui tiendra sa checklist et qui va rythmer les différentes étapes du chargement du patient, s'assurer qu'aucune erreur ne soit commise et, euh, et que tout soit en sécurité pour l'équipe. Ensuite, une fois le patient mis dans le caisson, donc il va être refermé, il va y avoir une décontamination des surfaces exposées à l'aide de spray d'acide peracétique. On va pouvoir ensuite sortir l'Epi Shuttle du box et comme ce caisson est hermétique et qu'on l'aura désinfecté, on va pouvoir le charger dans l'ambulance de réanimation et se diriger vers le SRN. On a fait le choix pendant le transport de ne pas se rhabiller entièrement en EPI. On donne la consigne à nos équipes de s'habiller à moitié en EPI, ou, enfin au moins de la taille, parce que on n'est jamais à l'abri d'un problème et on peut pouvoir s'habiller plus rapidement si on doit lever le confinement avec les Shuttle. Diapo. Enfin, la dernière phase, donc, qui va être la phase de déchargement du patient dans le SRN, toujours du coup sous contrôle des superviseurs. On va toujours identifier le trajet de l'établissement de santé de référence nationale qu'on aura travaillé en amont au travers d'exercices, comme on le voit là en photo, avec un circuit comme ça qui est connu et dédié. Ici à l'entrée, nous dans ce qui nous concerne l'IHU, donc ou pour l'équipe qui du coup ce sera rhabillée, d'où le nombre de tenues que j'avais évoqué juste avant. On peut faire la diapo d'après. Du coup, là, dans la chambre prévue à cet effet à l'IHU, du coup, avec toujours un superviseur habillé. Là, nous, on a évoqué que le cas d'un patient valide, hein, mais donc voilà, enfin là, ça avait été fait lors de cet exercice. Et puis ensuite, de nouveau, la décontamination des surfaces exposées pour après refermer le caisson et que ce caisson du coup retourne au SAMU et qu'il y ait une décontamination. Donc là, c'était une décontamination partielle et qu'il y ait la décontamination approfondie dans un lieu dédié au SAMU. Toujours avec du coup ces checklists hein, qui ont été mis et le déshabillage pareil avec une checklist dédiée avant de pouvoir du coup rentrer au SAMU. Donc en conclusion,
Donc nous, c'était notre vision depuis donc le SAMU d'un ESR national REB. Transporter ce type de patient fait partie de nos missions, et donc pour lesquelles on doit se former et former nos professionnels. On le dira jamais assez, cette conférence est le pilier de ce transport, sur lequel on va se baser pour donc décider pour le classement d'un patient et pour décider de déclencher cette équipe nationale REB. C'est beau. Notre équipe SMUR, on rappellera la composition ici qu'on a choisie, 2 ambulanciers, un infirmier, un médecin et un binôme de superviseurs. On peut par exemple y mettre un médecin et un paramède dans ce binôme. On s'aidera toujours de checklists qui sont notre moyen pour sécuriser vraiment toutes les étapes du transport. Et la phase de décontamination sera faite par les superviseurs de l'équipe nationale REB. Et on attendra très certainement, on mettra en quarantaine certainement le caisson et on attendra les résultats biologiques avant d'entamer cette décontamination qui prend quand même du temps. Il faut compter un temps voilà, de démontage de l'Epi Shuttle, de trempage, de séchage, de remontage. Donc voilà. Et voilà, on vous remercie. Et là, on vous a mis quelques photos du coup du groupe de travail pédiatrique de la COREB qui s'est donc, comme l'avait évoqué Audrey, s'était réunie à Marseille, à la Timone, mardi, et desquels, bon, je laisserai Samy en parler s'il veut, va essayer d'émaner des recommandations, voilà, et qui pourront peut-être être ensuite diffusées. Voilà, on remercie encore de nous avoir sollicité pour cette présentation, et merci aussi, puisqu'il y en a qui sont connectés, à toute l'équipe SSE de notre service qui a été très active dans la réalisation de ces checklists et pour le reste. Voilà, merci beaucoup. Merci Audrey, Guillaume, François pour ce webinaire. À très bientôt.